Ouais, faut se réveiller, je suis désolé. Donc bonjour, merci d'être là. Je suis désolé, moi j'aurais aimé être là plus tôt ce matin, mais bon, ça l'a pas fait. C'est la première fois que j'expérimente le surbooking de voitures de location. On était une quinzaine à attendre des voitures de location à Saint-Exupéry. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ceci étant dit, avant de démarrer une présentation sur un petit peu Eclipse, Eclipse IoT, etc. Je voudrais d'abord remercier Didier et Serge. T'es quoi toi? T'es UJF? Ah merde, t'es quoi alors? Donc voilà, de cette magnifique université. Mais surtout Didier, parce que en fait, si on fait des IoT Day tous les ans ici, c'est quand même parce que Didier y met toute son énergie. Et je pense que c'est important pour nous, parce que côté Eclipse, c'est super important pour nous qu'on ait ce genre d'événement. Sans des relais locaux, on n'aurait pas la masse critique pour en organiser suffisamment. Donc pour moi, cette année, en termes d'organisation, je dirais, le fait que Didier ait repris le flambeau qu'il prend tous les ans et que Serge du Cluster Edit, le cluster, du cluster, vous changez de nom tous les ans aussi. Bon, l'année prochaine, j'aurai tout bon. Que Serge du cluster nous aide aussi sur cet aspect organisation, c'est vraiment important pour nous parce que c'est ce qui nous permet justement que l'événement se passe bien, même si j'arrive pas à venir, quoi. Donc bravo, merci. Je voulais aussi dire merci à Paul parce que Intel, je crois depuis le début, supporte à la fois l'IoT Day à Grenoble et aussi les autres événements Eclipse qu'on peut organiser en France. Donc merci beaucoup. Et puis je pense que ça doit être tout pour les merci. Voilà. Et autrement, donc merci à tous. Autrement, donc les goodies, moi j'ai des stickers à mettre sur vos laptops ou sur ceux de vos collègues, pas de souci. Donc j'ai des stickers iot.eclipse.org et des petits stickers Eclipse avec le nouveau logo qui commence à plus être si nouveau que ça, vu qu'on l'a quand même depuis 3 ans maintenant, mais qui est quand même assez classe. Donc voilà. Quoi d'autre? On a des flyers aussi pour vous, et ça c'est quelque chose d'assez sympa qu'on a inauguré récemment, et je pense qu'on va le faire tous les ans maintenant, parce que moi j'aime beaucoup. C'est à l'intérieur, vous avez 5 bonnes raisons d'aimer l'IDE Eclipse. Il y a peut-être parmi vous qui ont aimé plus l'IDE Eclipse dans le passé que maintenant. Ben on va commencer petit à petit à vous réexpliquer qu'il y a des bonnes raisons de l'aider. Donc là, c'est le support Java 8 sur lesquels on va corriger les bugs sur la version qui sort en juin. Pour ceux qui font du Java 8 et qui se diraient ouais, le support Java 8, bon. Le Dark Team, parce que y en a pour qui c'est super important. Voilà, le fait que ce soit 100% ouvert. Donc prenez ça, gardez-le, montrez-le à vos collègues. Et derrière, vous avez toute l'information, parce que Eclipse, c'est aussi et surtout un écosystème. Donc un écosystème de développeurs, d'entreprises, etc. Et donc, cet écosystème, ce qui est important, c'est de le rencontrer. Donc ici, vous le rencontrez localement, mais à Toulouse, début juin, vous avez l'occasion de rencontrer tout l'écosystème européen, voire même il y a des Canadiens, des Américains qui viennent. Et Toulouse, début juin, c'est pas mal, je vous le conseille. Et en octobre, la dernière semaine d'octobre, à côté de Stuttgart, c'est la plus grosse conférence Eclipse, celle où on a plus de 600 participants, où là il y a vraiment tout le monde qui vient. Voilà. Voilà pour les messages. Donc, je vais démarrer maintenant. Donc cette présentation, il y a quelques slides de moi et beaucoup de slides de Yann Skeret, qui est notre directeur en charge de l'IoT à la Fondation Eclipse. Waouh, putain, ça me fait... C'est pas la première fois que ça me fait le gag.
J'adore. Ah ok, je comprends pourquoi ça me fait le gag. Comme ça, vous pouvez tous lire mes mails, c'est cool. Ok. Pour démarrer, je voudrais démarrer sur celui-là. Donc Eclipse en 2001, c'était un IDE, c'était un projet open source. Ensuite, en 2004, il y a eu la création de la fondation Eclipse. Et ceux qui se posent encore la question, s'il y en a parmi vous, est-ce que Eclipse c'est IBM? Est-ce que IBM a un rôle majeur dans Eclipse, etc. Donc aujourd'hui, IBM a le même rôle dans la fondation Eclipse que les 12 autres membres stratégiques et a longtemps été et de loin le plus gros contributeur de code au sein des projets Eclipse. Mais aujourd'hui, il y a d'autres contributeurs qui deviennent aussi importants. Donc je dirais ce mythe sur Eclipse, c'est une fondation d'IBM, c'est plus vrai et loin de là. Donc en tout cas, en 2004, c'était la création de la fondation Eclipse. En même temps, on a créé la plateforme Eclipse RCP. Je pense que vous utilisez tous des outils basés sur Eclipse RCP, à un moment ou un autre. Et depuis 2009, on a créé les working groups. Et les working groups, ça se base sur l'idée que dans la fondation Eclipse, dans l'écosystème Eclipse, on sait bien, de par notre licence, notre façon de s'organiser, notre façon de construire des écosystèmes, on sait bien gérer du business friendly open source. Et qu'en fait, ce qu'on a su faire au niveau de l'IDE, ce qu'on a su faire au niveau de la plateforme, ben on veut le décliner dans d'autres domaines fonctionnels. Donc c'est pour ça qu'on a un working group sur l'IoT, un working group sur l'embarqué, un working group sur gérer des données géolocalisées et un working group là-bas, Science, c'est sur tout ce qui est workflow, manipulation et visualisation de données complexes. Et les autres étant un peu plus spécifiques. Donc pour ça, quand je dis on sait bien gérer des business friendly écosystèmes à la fondation Eclipse, on a une gouvernance dans laquelle tout le monde a les mêmes droits et devoirs en fonction de son niveau de participation dans la fondation. On a des règles pour gérer la propriété intellectuelle, et ça c'est à mon sens vraiment important. On l'oublie souvent d'un point de vue de développeur ou d'utilisateur de l'open source, mais l'open source c'est quand même principalement et avant tout une façon de gérer la propriété intellectuelle. Donc il y en a qui font des brevets, nous on a une licence, et notre licence elle permet d'avoir une plateforme open source sur laquelle on va aller créer des produits qui vont être des produits qui peuvent être open source ou qui peuvent être des produits commerciaux. Et ça c'est une caractéristique assez intéressante de l'écosystème Eclipse. On fournit de l'infrastructure pour collaborer, donc une forge, des mailing lists, des choses comme ça. On a des processus de développement qui sont bien rodés maintenant. Ça fait quand même 15 ans qu'on applique nos processus de développement. On arrive tous les ans à construire ce qu'on appelle le release train, qui en fait cette année va rassembler plus de 80 projets et plus de 70 millions de lignes de code de gens qui en fait par un processus collaboratif vont releaser tous le même jour, la 3e ou 4e semaine de juin. Et on développe un écosystème donc via des événements comme celui-ci et comme les EclipseCon. Alors au niveau IoT, ce qu'on fait en fait, c'est aujourd'hui, on veut vraiment proposer des briques open source pour construire des architectures IoT. On n'a pas pour l'instant une approche plateforme complète, on veut vraiment des briques de référence dans un certain nombre de domaines. Et pourquoi ces briques en open source? Parce que je pense Eclipse en est un exemple, mais sur les outils de développement par exemple, mais dans bien d'autres domaines, on a pu voir ces dernières années, voire ces dernières décennies, que l'open source a gagné. Et dans l'Internet des objets, on parle d'Internet. Et aujourd'hui, si vous regardez Internet, c'est complètement piloté par des standards ouverts et des infrastructures ouvertes. Un slide intéressant, celui-là, c'est en fait la vie d'MQTT, enfin en tout cas la notoriété d'MQTT sur Google Trends. Alors
je bossais ça un peu en début de semaine et puis j'ai eu un coup de fil avec Yann Skerret. Moi en fait je m'étais dit ah bah tiens ouais c'est cool MQTT, ça a dû apparaître en 2010 et puis grâce à l'open source il y a une belle courbe et tout etc. Et en fait pas du tout. Ce que me disait Yann quand on préparait ensemble là, il me dit non MQTT ça a été sorti par IBM et Eurotech en 99 parce qu'ils utilisaient ça pour des infrastructures de supervision de pipeline, etc. Mais par contre, c'est en 2010 à EclipseCon Europe en 2010 qu'ils ont décidé de le mettre en open source. Et donc c'est assez intéressant de voir une notoriété toute relative avant 2010 et l'explosion qui vient après. Ce qui illustre bien le titre du slide. Bon, l'open source, l'ouverture, ça attire aussi les développeurs. Et des développeurs, on va en avoir de plus en plus au niveau de l'IoT dans les années à venir. Et quelque chose qui est important, c'est aussi le côté open hardware. C'est-à-dire, il y a quelques années, il était complètement impossible de prototyper des nouveaux devices de façon simple. Aujourd'hui, ça c'est le résultat de l'IoT Developer Survey qu'on fait tous les ans. Ça c'est la version qui vient de sortir. On a quand même, dans les gens qui répondent à notre questionnaire, on a 80% des gens qui finalement utilisent des briques open hardware pour soit construire des devices, soit les prototyper et après les reconcevoir sur des plateformes peut-être plus efficientes. Donc ça, c'était sur l'open hardware. Nous, notre position à la Fondation Eclipse, c'est de dire l'open source software dans l'IoT doit aussi être un facilitateur, doit aussi permettre d'accélérer la mise en œuvre et le développement. Donc, bien sûr, il y a le fameux problème de l'IoT, c'est la multiplication du nombre de standards, le fait que chaque standard fonctionne en silo. La plupart sont dans une approche propriétaire, etc. L'idée qu'on a avec l'open source, c'est finalement que l'open source va permettre d'innover beaucoup plus. Et en particulier parce que déjà, si vous avez des licences comme la licence Eclipse ou d'autres licences non proliférantes, vous pouvez construire sur des briques open source et construire vraiment des solutions basées sur des briques open source. Ensuite, vous pouvez innover en intégrant des bouts qui existent déjà. Et puis, bien sûr, faciliter l'expérimentation. On peut, je pense qu'on a tous fait des expérimentations avec un Raspberry en prenant quelques trucs qu'on pose dessus. Donc c'est bien la preuve que c'est facile et que c'est possible. Donc qu'est-ce qu'on a à la Fondation Eclipse? Aujourd'hui, les projets que vous trouvez sur iot.eclipse.org, c'est des projets qui vont vous permettre de connecter et de piloter et de manager vos devices. Alors, voilà un ensemble de projets. On va y revenir de façon un peu plus spécifique. L'idée, c'est que, grosso modo, on va avoir toujours à peu près la même architecture. Donc, on a des devices qui vont aller se connecter à des gateways. Les gateways vont aller utiliser un réseau wireless pour aller se connecter à un système d'information ou au cloud, etc. Et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment les standards ouverts, et des briques de référence open source pour connecter et pour manager tout ça. Alors, les principaux, c'est MQTT, Coap et Lightweight M2M. Donc MQTT, qui est finalement le standard pour l'IoT, pour faire du publish subscribe, pour faire de la communication par message, avec l'avantage qui est d'avoir vraiment quelque chose de très léger,
à la fois en termes de code et en termes de payload réseau. Côté MQTT, on a deux projets. Donc il y a Mosquito, c'est vraiment le serveur MQTT. Et on a PAO. Dans PAO, en fait, vous avez toute la liste des piles clientes que vous pouvez utiliser. Et a priori, il y en a suffisamment pour que vous trouviez votre bonheur au niveau de PAO pour intégrer avec le langage qui vous convient et dans les caractéristiques qui vous conviennent. Donc aujourd'hui, MQTT, c'est adopté par un peu tout le monde. Donc c'est la solution de messaging choisie par Amazon Web Services, c'est adopté par Microsoft Azure, c'est embarqué dans Bluemix et il y a eu une annonce récente autour d'Arduino préconfiguré pour aller communiquer en MQTT avec le reste du monde. Toujours notre IoT Developer Survey. En fait, ici on a la liste des messages, des protocoles de communication que les gens utilisent quand ils font de l'IoT aujourd'hui. Donc on voit que finalement, en numéro 1, des simples appels HTTP, en numéro 2 du MQTT et en numéro 3 du CoAP, ce qui est plutôt pas mal pour nous vu que on a à la fois MQTT et CoAP dans notre portfolio. Donc CoAP, qu'est-ce que c'est? CoAP, c'est du RESTful qui fonctionne sur UDP, qui a la capacité d'ajouter des couches de sécurité. Le projet chez Eclipse qui supporte ça, c'est Californium qui implémente CoAP en Java. Et au-dessus de ça, on a Lightweight M2M qui permet de faire du device management au-dessus de CoAP. Et donc là, on a deux parties dans Lightweight M2M. On a Lishan qui est plutôt le côté serveur et Wakama qui est le côté client en C, C++. Et encore une fois, avec l'adoption de ces protocoles par des gens comme Sierra Wireless, comme Microsoft, comme Azure ou comme ARM. Donc voilà, ça c'est nos briques, vraiment briques de communication sur lesquelles notre effort consiste à attirer et à faire vivre au sein d'Eclipse ces projets open source pour avoir les briques de communication qu'on estime importantes pour l'IoT. Maintenant, on a Cura. Alors d'habitude, les gens de Cura, ils viennent, ils sont pas là aujourd'hui. Ils n'étaient pas dispo. Cura avec des... Il y a une équipe à Lyon qui travaille beaucoup sur Cura. Et Cura, c'est fait pour faire des gateways. Alors, c'est fait pour faire des gateways et à la fois, donc c'est Eurotech le leader du projet, à la fois vous pouvez utiliser Cura sur un Raspberry pour votre propre, pour faire vos propres prototypes qui utilisent la gateway, et à la fois Eurotech utilise ça sur leurs propres produits durcis qu'on voit à droite. Donc qu'est-ce qu'on fait avec une gateway? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est de pouvoir piloter à distance à la fois la gateway, les devices qui y sont rattachés, et aussi des parties applicatives qu'on va déployer dans la gateway. Donc ça c'est un schéma autour de Cura. Donc on a une partie OSGI. On a au-dessus les différentes couches dont on a besoin pour gérer à la fois la gateway, mais gérer aussi les devices. Et puis au-dessus, on va pouvoir déployer ses propres applications qui en fait vont tirer parti de toute cette infrastructure. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces sujets-là déjà, si vous avez tous utilisé Cura ou tous utilisé PAO ou Mosquito.
ce vers quoi on va maintenant, c'est que on a la connectivité, on a la sécurité, on a des services de gateway. Et en fait, au-dessus de ça, on commence à avoir dans Eclipse des projets qui, eux, adressent vraiment, sont des frameworks de solutions. Donc on a Eclipse Smart Home, sur lequel on avait eu une présentation l'année dernière et un atelier l'année dernière au même IoT Day. L'idée d'Eclipse Smart Home, c'est en fait, il faut bien se rendre compte que dans la domotique, il y a énormément de standards, énormément de choses concurrentes, complémentaires, etc. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir une installation domotique avec toutes ces choses, en fait, vous allez avoir sur votre smartphone une appli Nest, une appli Philips, une appli Intel, une appli Intel, et puis finalement l'intégration se fera sur votre smartphone. Avec Smart Home, on a l'infrastructure pour en fait piloter tout ça, pour avoir des workflows, pour avoir des règles qui vont permettre de rajouter de l'intelligence. Et on peut construire au-dessus des solutions. Donc il y a OpenHub qui en fait qui utilise le Smart Home et qui rajoute un certain nombre de drivers pour les éléments les plus courants et qui a l'avantage d'être open source. Donc vous pouvez prendre OpenHub, vous mettez ça sur un Raspberry. Après, il faut que vous ayez les bonnes connexions hardware, je dirais. Vous allez peut-être avoir besoin d'une extension Z-Wave, Z-Wave ou d'une extension Bluetooth ou autre. Mais avec OpenHub, vous pouvez commencer à faire des choses assez intéressantes. Vous pourrez demander à Didier à la pause, ils ont tout un labo qui marche sur une base OpenHub. C'est toujours le cas. Il n'est pas là, mais ouais, vous pouvez pas le voir, mais il peut vous en parler. C'est vachement intéressant. On avait visité ça l'année dernière, c'est super. Après, Kivicon, c'est la filiale de Deutsche Telekom qui en fait est leader du projet Smart Home et qui commercialise des appliances domotiques en Allemagne. Les autres, c'est un ensemble d'autres sociétés qui utilisent aussi Smart Home et qui l'intègrent de façon différente. Donc ça, c'est la partie solution domotique. On a aussi d'autres approches de solutions. Donc OM2M, ça vous a été présenté ce matin, donc je vais pas y revenir. On a de plus en plus de choses dans le côté industrial IoT, où là c'est pareil que dans la domotique, on a un nombre incalculable de standards différents, concurrents ou parfois complémentaires. Et en fait aujourd'hui on a trois projets. Donc il y a NeoSCADA qui en fait supporte ces standards-là. Je ne vais pas m'étendre parce que j'ai déjà vu des démos de NeoSCADA, ça a l'air bien, mais j'avoue que à part savoir que ça existe, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Fordiac, si je me souviens bien, Fordiac c'est pour la communication, ça supporte le protocole de communication entre machines au sein d'une usine. Et ces choses-là, ça va être le support de ce qu'on appelle industrie du futur, industrie 4.0, etc. Et donc voilà, c'est des projets qui aujourd'hui sont bien vivants dans Eclipse, existent depuis un moment, font des releases tous les ans et sur lesquels vous pouvez trouver des interlocuteurs pour les utiliser. Et après, on a d'autres domaines dans lesquels on avance. Je vous invite à aller voir Rise, c'est Vehicle to Grid. Ça, c'est un projet open source qui implémente un standard de communication entre les bornes de recharge et les véhicules. Et on a aussi, pour ceux qui connaissent OPC-UA, on a une proposition de projet qui est en train d'arriver pour implémenter OPC-UA. Donc voilà. Et peut-être le vôtre si vous voulez en rajouter derrière. Parce que quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que créer un projet à la Fondation Eclipse, il suffit de suivre le processus de création de projet.
Un point qui est important quand je parlais de gouvernance, je vais juste faire une petite digression là-dessus. Un point qui est important quand je parlais de gouvernance, c'est que nous, à la Fondation, on accepte toutes les propositions de projet à partir du moment où il y a une contribution initiale sur le projet, c'est-à-dire c'est pas juste une idée, c'est du code. Et à partir du moment où vous avez du code ou d'un point de vue propriété intellectuelle, ça colle, on accepte le projet, même si c'est des projets qui sont concurrents avec des projets existants. On ne choisit pas ceux qui gagnent, mais en général, la communauté ou les utilisateurs choisissent assez rapidement ceux qui gagnent. Maintenant, on va de plus en plus aussi, je clôt cette parenthèse, on va de plus en plus aussi vers le côté serveur. Donc on a ce projet autour de ce projet de Bosch autour de du provisioning d'applications. Et puis aussi Ono, qui est un projet commun à Red Hat et à Bosch autour de tout ce qui est télémétrie, commandes, etc. Et le dernier de ma liste, c'est Vorto. Vorto qui en fait est un outil qui va, dont la vocation est de modéliser, d'avoir un repository dans lequel on a décrit tous les types de devices, on décrit leurs interfaces, et en fait à partir de là, donc ce repository il stocke des représentations qui respectent un métamodèle bien déterminé, et à partir de là en fait on va être capable de générer du code dans différents langages pour aller attaquer les devices qui sont représentés dans le repository. Donc c'est une sorte d'annuaire de type de device et qui va vous permettre d'aller chercher le code pour attaquer ces devices. Donc voilà, ça fait un petit résumé de la communauté Eclipse autour de l'IoT. Donc vous avez vu que là-dedans, malgré tout, pour aussi casser un autre mythe ou une autre idée reçue à propos d'Eclipse, j'ai parlé de 0 outil. Il n'y a rien là-dedans qui est un outil de développement en fait. Bien sûr, on peut utiliser les outils Eclipse pour développer avec ces briques, mais c'est vraiment des protocoles de communication, des gateways, des plateformes de solutions. Donc c'est un autre registre. Donc quelques mots sur la communauté Eclipse autour de l'IoT. Ça représente 21 projets, plus de 150 développeurs, 2 millions de lignes de code, un nombre certain, je suis désolé, c'est pas le bon logo, un nombre certain d'entreprises. Donc on en a certaines en France, donc IS2T, c'est MicroEdge maintenant. On a le LAS aussi. Voilà, on a Eurotech aussi qui est présent en France. On en a un certain nombre allemands, un certain nombre américains. C'est vraiment une communauté internationale autour de l'IoT, avec à la fois du code, des développeurs et des entreprises qui s'engagent là-dessus. On a lancé un challenge, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui ont eu la chance, qui se sont amusés à participer à l'IoT Challenge, à l'Open IoT Challenge. On le fait tous les ans, on l'avait fait l'année dernière avec un certain succès, et cette année le succès a été bien meilleur. On a eu 80 équipes qui ont concouru, et on a sélectionné un certain nombre de projets à qui on a donné un budget pour en fait acheter le hardware pour réaliser le projet qu'ils avaient présenté, et à qui ensuite on a distribué des prix aux gagnants. On a un meet-up toutes les 2 semaines avec des webinars. Donc c'est c'est vraiment virtual meet-up. Je vous invite à aller vous inscrire pour recevoir les invitations. C'est souvent des choses très très concrètes sur comment utiliser telle ou telle partie
de la stack Eclipse, Eclipse IoT. Et aussi, alors on a, bien sûr, vous trouverez plus d'informations sur le site Eclipse, donc iot.eclipse.org. Et quelque chose d'intéressant, on a des serveurs, en fait, pour les protocoles qu'on pousse, on a des serveurs de test, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à jouer avec vos propres devices, à être client d'une infrastructure sans avoir besoin de déployer quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un environnement ouvert. Bien sûr, vous pouvez devenir membre de la fondation Eclipse pour devenir membre de l'IoT Working Group. Mais bien avant ça, vous pouvez aussi contribuer en envoyant des bugs, en commentant sur ce qui existe, en demandant des nouvelles features, en parlant de votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sur avoir utilisé tel ou tel projet Eclipse IoT. Voilà. Ça c'est... il faut venir. C'est bien. Donc ça c'était la partie Eclipse IoT. Et je voulais aussi profiter du fait que j'ai le micro pour parler 2 minutes d'un projet de recherche qui s'appelle Agile IoT. C'est un projet H2020. Donc c'est un projet de recherche qui a démarré au début janvier. Et parce que c'est le premier projet IoT dans lequel la Fondation Eclipse est un partenaire. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait la Fondation Eclipse c'est une organisation nord-américaine établie dans le Delaware avec le siège social à Ottawa. Mais depuis 2013, on a créé une filiale en Europe, qui est en Allemagne en l'occurrence, qui s'appelle Eclipse Foundation Europe GmbH, j'ai oublié le Europe. Et ça nous permet par exemple de participer à des propositions de projets de recherche. Notre positionnement sur ces propositions de projets étant toujours le même. Il y a beaucoup de projets de recherche qui annoncent qu'ils vont faire de l'open source. La façon dont ils le font est souvent assez peu convaincante. C'est souvent, on va prendre le résultat, on va le mettre sur GitHub pour la revue finale, ça ira bien. Et ça, c'est pas faire de l'open source en fait. Ça, c'est une erreur de compréhension que beaucoup de personnes ont. Nous, notre positionnement, c'est de dire à la fin de la première année, pour votre première revue, vous allez créer un premier prototype. Donc créons un projet open source avec cette première contribution, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est possible dès que vous avez du code qui tourne et qui implémente une idée de créer un projet chez Eclipse. Donc créons un projet open source et essayons d'avoir 2 ans pour développer une communauté autour de ce projet. Et donc dans ce cas-là, nous, on prend part aux activités de dissémination du projet. Donc ça, c'est quelques slides présentés récemment par CreateNet, par le leader du projet. En fait, l'idée de Agile IoT, c'est d'aller plus loin sur le côté open source IoT Gateway. Donc c'est vraiment de dire on veut quelque chose sur lequel on va avoir de la modularité, de l'extensibilité, on va pouvoir faire du device management, on va gérer la privacy, on va avoir des outils graphiques de développement et derrière tout ça, on investit sur développer une communauté, donc via l'open source, via Eclipse IoT, mais aussi en travaillant avec des entreprises, avec des startups qu'on va financer pour faire des cas d'usage, des choses comme ça. Sachant que cette partie Startup Bootcamp, là, elle va démarrer plutôt milieu de l'année prochaine, je dirais. Donc voilà, on retrouve des choses qu'on a vues un peu précédemment en termes de schéma. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir... ici, on va avoir à la fois du stockage local, on va aussi avoir la capacité à aller se connecter à différents clouds qui vont être privés au public.
c'est un projet dans lequel on a 17 partenaires. Donc nous, notre positionnement, c'est vraiment le côté open source. On travaille avec Eurotech sur le côté faire progresser Cura, améliorer Cura, etc. Typiquement, les gens d'Atos sont aussi plus sur la partie cloud, des choses comme ça. Donc voilà une autre façon de voir l'écosystème. Quelque chose vraiment adressé aux développeurs avec une version makers de la gateway, donc qui va être packagé, qui va être de packager un Cura, de packager des choses sur de l'open hardware. Ensuite, la version startup sur laquelle on va lancer des appels ouverts pour des startups. Et puis un certain nombre de cas d'usage, certains plutôt end-user et d'autres plutôt industriels. Avec aussi des cas d'usage assez sympas autour de la supervision par exemple de livestock, de bétail voilà, regarder la qualité de l'air, des choses comme ça. Donc tout ça, ça va donner lieu, et ça c'est ce qui m'intéresse moi aussi dans ce genre de démarche, ça va donner lieu à la création d'une proposition de projet Eclipse qui en fait va héberger tous les résultats du projet qui vont être en open source. L'idée étant que, encore une fois, dans l'écosystème Eclipse, on n'est pas sectaire, entre guillemets, on comprend très bien qu'il y a des choses qui peuvent être open source et que d'autres choses n'ont pas forcément vocation à l'être. Donc, par contre, ce qui est open source, on va utiliser le vecteur de la fondation pour le promouvoir et pour lui donner une visibilité mondiale. Voilà, comme il y a un agile-iot.com qui existe, en fait, l'endroit où il faut aller retrouver les informations sur ce projet, c'est bien agile-iot.eu.